Bonjour à toutes et à tous dans cet épisode un peu spécial. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, Benvox a 1 an, et pour l'occasion, je voulais revenir sur les différents épisodes de l'année dernière. Évidemment, il est tout simplement impossible de réunir 26 épisodes en un, c'est pourquoi je voulais vous laisser choisir les thématiques qui vous ont intéressé le plus, les épisodes qui vous ont le plus marqué. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de discuter avec Élise, Clément et Lionel. Ils ont choisi de se focaliser sur la slow fashion, les apps de donation gratuite, l'économie locale et l'éducation digitale. Ok, c'est parti, commençons par Élise. Oh, je suis stressée. Je suis stressée. Bonjour Élise, comment ça va? Ça va, Ben, et toi? Ça va très bien, merci. Comment ça se passe le confinement? Comme ça peut aller, je crois que ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a déjà une première expérience, donc là, on sait les erreurs à plus faire par rapport à la première fois. Mais du coup, je dirais que ça va mieux, que mieux que la première fois, en tout cas. Ouais, c'est plus facile à gérer peut-être que la Ouais, première fois. ouais, effectivement, c'est exactement ça. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel que j'avais lancé sur Instagram pour participer à cet épisode anniversaire de Benvox. Avec plaisir. Et donc, bienvenue dans le podcast. Ça fait donc 1 an que j'ai lancé le premier épisode de Benvox, c'était chez Nectar. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été réalisées, et encore beaucoup d'autres qui arrivent. Donc on va y revenir un peu dans cet épisode-ci, mais d'abord peut-être que tu peux te présenter vite fait, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te passionne? Je m'appelle Élise, j'ai 30 ans, de base, je suis avocate. Dans la vie, qu'est-ce qui me passionne? Je je suis hyper intéressée par la question du féminisme, hem, hyper intéressée par, notamment, un thème dont tu as déjà parlé dans tes podcasts qui est, la slow fashion. Mmh. J'adore écouter des podcasts, j'adore lire et puis surtout aussi j'aime aussi pas mal faire de sport, et voir mes potes, mais bon, on s'adapte du coup, sur ce dernier point pour le Ouais, c'est moment. clair que c'est pas la période la plus sociale qu'on ait jamais eue. Non, clairement pas. Mais donc du coup, voilà, on se concentre sur le reste. On fait du sport, on écoute des podcasts, on s'instruit un peu. OK, cool, cool. Et donc tu l'as dit, un des thèmes qui t'a plu, c'est le slow fashion. Pourquoi est-ce que ça te porte à cœur comme ça? Ça va être hyper cliché du coup ce que je veux dire, mais je suis une grande amatrice de fringues, une grande amatrice de mode et cetera et j'ai pu avoir une consommation de fringues totalement irraisonnée et je dirais qu'il y a quelques années, moi j'ai toujours été, très fortement sensibilisée à l'environnement, par mes parents. Mmh. On a toujours mangé, des choses, des fruits et légumes de saison, essayé de consommer de manière locale et cetera donc à ce niveau-là, moi, j'étais déjà assez sensibilisée sur cette question-là. Par contre, j'avoue que dès que j'ai un peu été, indépendante financièrement, et puis même déjà quand j'étais étudiante, dès que j'avais de la thune, je l'utilisais en fait, hem, dans les vêtements, ce qui faisait que j'ai pu avoir une Mmh. énorme garde-robe et en fait, il s'avère qu'il y a genre quelques années, ma maman a commencé la couture, elle était pensionnée donc du coup, elle a commencé à prendre des cours de couture et plusieurs fois, sa réflexion m'ont, assez interpellée parce qu'elle me disait: «Ah tiens, c'est joli, ce pull» ou «C'est joli ce t-shirt» et donc je lui disais: «Tiens, je l'ai acheté à tel endroit et ça m'a coûté tel montant» et sa réponse était assez interpellante parce qu'elle disait, «Ah OK, mais pour ce prix-là, tu peux pas le faire toi-même» Ouais, ouais, ouais. et parce que du coup, elle avait ce rapport de, bah, savoir maintenant combien coûtait un tissu, combien de temps tu passerais, pour, coudre le vêtement et cetera. Et en fait, ça m'a hyper fort interpellée que si ma mère ne peut pas le faire elle-même pour ce prix-là, comment ça se fait que moi je peux l'acheter pour, bien moins cher et qu'il y en ait 2 sans les mêmes, et cetera. Donc ça a suscité plein de questions en moi. J'ai suivi une formation, Ah, je sur savais le pas. sujet. Je savais pas que ça Ouais, existait. si, si, OK. en fait, du coup, d'abord, j'ai commencé un peu à me renseigner sur la question et en fait, en suivant des comptes Instagram, j'ai vu qu'en fait, il y avait, la possibilité de suivre une formation parce que c'est ce compte Instagram, enfin, cette association-là qui lançait potentiellement des formations et donc j'ai suivi ces formations-là et en fait,
ça te permet de te rendre compte du coup, autant, éthique qu'environnemental et cetera, de tout ce secteur en fait. J'en avais déjà un peu pris conscience, mais là de le voir en espèce de condensé lors de cette Ouais, formation, ça m'a hyper fort interpellée et donc c'est pour ça j'ai pas mal aimé, ton podcast, enfin le podcast. Je pense que c'était avec, Wico. ouais, tout à fait. Ouais, Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, la «nouvelle mode» entre guillemets, c'est de beaucoup parler du fait que, ce que tu fais est durable, que, tu fais du made in Europe ou du made in Belgium ou que c'est un hyper grand débat, hein, c'est pas parce que tu fais du made in, Europe que c'est pour autant, fait de manière éthique, ni de manière respectueuse dans l'environnement. Donc il y a pas mal de questions sous-jacentes par rapport à ça. Mais, de manière générale, je trouve ce que je trouvais intéressant, par exemple, dans ce podcast-là, c'est que vu que pas mal de marques, mettent en avant cette production européenne, eux, dans ce post dans leur podcast et dans leur magasin et enfin, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que, eux, ils mettaient en place une possibilité de réparation aussi des vêtements ouais, tout à fait, ils font aussi et des donc ateliers de réparation, ouais. ouais et ça, c'est quelque chose un message que je trouve hyper important de véhiculer pour le moment. C'est qu'au-delà de cette démarche de faire de la slow fashion et d'avoir du made in Europe et cetera, de repenser la manière dont tu Ouais. achètes tes vêtements, il y a aussi repenser la manière dont tu consommes le vêtement quand tu l'as acheté et ce que tu en fais, sur du long terme, en fait. De pouvoir le réparer et cetera et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas beaucoup mis en Ouais. avant pour le moment. La démarche est toujours à la on continue à produire, des nouveaux vêtements et cetera, même si on essaye de produire quelque chose de mieux. C'est très bien évidemment, Mmh. mais je pense qu'il y a aussi la question de la poursuite de la vie du vêtement qui doit ne pas être Ouais, négligée il en faut fait. ralentir la consommation du vêtement. Il faut plus que ce soit aussi enfin, que sa vie soit aussi courte, en fait. Il faut pouvoir le faire perdurer avec le temps, peut-être le changer, le recouper, peu importe, mais qu'en fait, il puisse vivre plus longtemps, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement et là, il y a pas mal de marques qui enfin, je trouve que ça manque en fait dans la discussion actuellement, cette circularité, le fait de pouvoir réutiliser ou réparer tout simplement. Honnêtement, moi aussi, cette rencontre avec Wiko, ça m'a ouvert les yeux sur la slow fashion. Ben moi, c'était un peu pareil aussi, enfin, en fait, non, au contraire, moi, j'ai jamais été dans la mode, de base. Ça m'a toujours vraiment fait chier de faire les courses, faire du shopping. C'était genre que, voilà, j'ai besoin d'un nouveau jeans, OK, hop, je prends 20 minutes pour acheter un jeans et si j'en trouve pas après 20 minutes, je laisse tomber, j'en achète pas. Mais j'ai toujours été dans cette idée de conserver mes vêtements le plus longtemps possible, justement pour éviter d'aller faire du shopping. Mais moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que toujours j'ai cru qu'il y avait juste pas d'alternative au H&M et autres quoi, aux grandes marques. Parce que je m'étais dit que peu importe le prix que tu payes, même dans les marques les plus chères, c'est de toute façon fait au Pakistan, en Inde, en Chine. Et donc j'étais un peu dégoûté par la mode, mais je pensais qu'il y avait pas le choix en fait, tu vois? Et donc moi c'est ça qui m'a frappé avec, l'épisode du slow fashion, heu, de Wico, Mmh. c'est qu'en fait si, il y a le choix. Tu peux acheter des trucs qui sont faits par ici, dans des usines, tout à fait respectueuses, des travailleurs et cetera quoi. Ça m'a un peu ouvert les yeux sur, ma manière Non, de clairement, consommer quoi. clairement, clairement. Après, comme je disais, c'est une vaste question et c'est une énorme boîte de Pandore. Dès que tu commences à t'intéresser au sujet, tu te rends compte qu'en fait, tout est pas binaire et qu'il y a moyen qu'il y ait des ateliers potentiellement, en Inde ou quoi, qui aient des conditions, qui soient OK, mais de manière générale, effectivement, c'est de toute façon pas ce qui est proposé par la fast fashion donc effectivement, de savoir que tu peux avoir un t-shirt qui coûte, un petit peu plus, dans des meilleures conditions, c'est clair qu'effectivement, c'est quelque chose qui avait jamais été mis en lumière. Le problème aussi, c'est que ça soulève pas mal de problèmes au niveau social parce que toi, tu as la capacité d'acheter un t-shirt à 25 €, moi aussi potentiellement, mais tu sais que tu vas l'utiliser plusieurs années et il y a pas de problème avec ça. Si soit tu as plus de problèmes d'argent, soit tu as toute une famille à habiller, ça commence déjà à être beaucoup plus problématique donc ça, je pense que ça fait partie des next steps à réfléchir. Après, c'est pour ça que le Vinted et cetera, je pense que ça a autant de succès, c'est parce que ça permet justement de dire que tu utilises peut-être de la fast fashion, mais avec une économie circulaire et que
Donc du coup, ton impact, environnemental est peut-être déjà réduit ou ton impact, même, éthique et cetera sur ta consommation, de fringues est déjà beaucoup plus réduit que juste d'aller chez Primark et d'acheter ton truc à 5 Ouais. €. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, tu raison. C'est pas encore assez démocratique pour que tout le monde puisse, se l'offrir et d'office que dans les familles avec des plus faibles revenus, quand il s'agit heu, acheter des vêtements pour toute la famille, tous les enfants, bah, évidemment, c'est un autre budget, quoi. Donc Non, clairement. c'est clairement, on n'est pas encore dans le monde parfait où la mode est parfaitement éthique, accessible et durable, mais je pense qu'il faut rester positif. Ça fait plaisir de voir que beaucoup de marques prennent la bonne direction. C'est l'occasion rêvée pour réécouter un extrait de l'épisode sur Wiko Store, le magasin de slow fashion à Bailly. Aujourd'hui, le magasin est bien évidemment fermé à cause du Covid, mais elles tiennent bon. Elles sont en train de mettre en place un webshop qui vous permettra de trouver leurs vêtements et accessoires en ligne, ce qui peut faire d'ailleurs un chouette cadeau de Noël plutôt que de tout miser sur Amazon. Alors, Wiko, donc c'est une coopérative en construction qui a pour but de promouvoir les marques de prêt-à-porter hommes-femmes, accessoires et linge de maison qui se veulent le plus transparent possible tout dans la filière de production et qui fabriquent à la fois dans le respect de l'environnement, mais aussi des conditions de travailleurs. Au niveau de la dimension sociale, c'est faire attention que tout au long de la chaîne, les personnes qui vont participer à la production du vêtement soient rémunérées correctement, travaillent dans des bonnes conditions. C'est ça, donc il n'y a rien qui est fait en Pakistan dans des petites usines par des enfants Voilà, c'est ça. Donc il y a le pôle où on propose la vente donc de produits neufs pour des marques qui respectent nos critères. Ensuite, il y a la vente de seconde main, toujours pour des marques qui respectent nos critères. Et le troisième pôle, c'est en effet le pôle sensibilisation, atelier, et donc qui inclut l'atelier dont je parlais de style et morphologie. On a également fait, et ça c'est ce dont tu parles, un atelier de couture où il s'agissait de faire de l'upcycling, donc à partir de tissus de récup, de fabriquer des petits sacs à vrac pour aller au magasin acheter tout ce que tu veux en vrac. On a également fait, c'était un atelier couture de réparation de vêtements en collaboration avec le projet Pool, P-O-O-L. Donc en fait, Marine qui a lancé ce projet-là, donc son but c'est vraiment d'encourager au do-it-yourself et donc de casser un peu la peur qu'on a parfois de se mettre de mettre la main à la pâte ou peut-être l'image que l'on a que de réparer un vêtement c'est hyper compliqué. Donc là, elle vient avec ses machines à coudre, elle vient avec tous ses trucs et astuces et on passe une soirée super dans une ambiance super chouette, super décontractée et chacun apporte ses vêtements à réparer et je me rappelle qu'il y avait un garçon qui était venu avec 5 ou 6 vêtements à réparer et après les 2 heures il avait réparé tout et je pense que aussi ça donne confiance, ça apporte plus que juste d'avoir réparé son vêtement. Au-delà de ça, si on se dit waouh, en fait je sais faire ça, je savais pas. Ouais, c'est clair. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. Et encourager à pas jeter son vêtement parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais on est beaucoup il y a un petit trou directement le vêtement obsolète. Alors peut-être qu'on le jette pas parce qu'on a la conscience de se dire on va pas jeter le vêtement, mais il reste là, il traîne. C'est ça, on met moins en tout cas. Ouais. Pour nous, c'est important aujourd'hui vu qu'on a ni le temps ni l'argent de se déplacer, d'aller visiter tous les sites de production. Évidemment dans un avenir plus ou moins proche, ce serait génial si on avait le luxe de pouvoir le faire, mais il faut commencer par quelque part. Et donc, on travaille avec des marques qui sont labellisées. Donc, pour les conditions des travailleurs, c'est soit des marques qui vont adhérer à la Fair Wear Foundation, soit qui certifient leur production GOTS, Global Organic Textile Standard. Okay. Mais GOTS, c'est aussi un label qui s'assure du respect de l'environnement, aussi bien au niveau des matières qui vont être utilisées que des produits qui vont être utilisés, que des process. Et on a également un autre label pour tout ce qui est respect de l'environnement, c'est Ocotex. C'est un label qui est de plus en plus connu, qui s'assure qu'il n'y a aucun produit nocif pour la santé et la peau qui est utilisé. Peut-être ajouter qu'au niveau des matières premières du coup qu'on peut trouver dans la boutique,
C'est principalement des matières naturelles, comme le lin, le coton, le chanvre, donc d'origine végétale. Si c'est animal, comme la laine, il faut qu'il y ait un respect de l'animal derrière. Il y a clairement la seconde main aussi qui est tout un business au final, hein, c'est énorme. Et ça permet d'avoir des vêtements, justement de donner une deuxième vie à des vêtements qui peut-être n'avaient rien, qui ont été achetés compulsivement par plein de gens justement peu regardants sur la qualité de ce qu'ils achetaient, ou bien même sur le nombre de ce qu'ils achetaient. J'avoue que moi, je suis un peu coupable à ce niveau-là. Je suis pas acheteuse compulsive en seconde main, mais disons que ça me permet de assouvir mes envies de mode d'une autre manière, en me disant que c'est quand même un tout petit peu plus responsable comme consommation. Donc j'avoue que je craque régulièrement. Mais je pense que c'est effectivement, c'est déjà plus raisonnable, quoi. Et si après, quand toi, t'en as marre de tes vêtements, tu vas pas les mettre à la poubelle, tu vas les mettre aussi dans un truc de seconde main ou les donner pour la Croix-Rouge et compagnie, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ça, je pense, hein, c'est un truc important à rappeler, c'est que genre jamais il faut mettre ses vêtements à la poubelle. Jamais, Mais jamais. non, jamais. Parce que le Jamais. tissu peut toujours être réutilisé pour autre chose ou peu Ouais. importe dans quoi, mais ça peut avoir plein d'autres utilités. Donc, mais ça, c'est aussi un truc que je trouve qui a été mis en lumière seulement récemment et qui n'était pas trop véhiculé avant. Le fait que c'est abîmé, tu le jettes à la poubelle. Bah, en fait, non. Ouais, C'est abîmé, tu peux potentiellement faire autre chose. ouais, c'est ça. Et t'essayes de le réparer, et si c'est pas possible, t'en fais effectivement, t'en trouves un autre usage. Ouais, clairement. Et puis, il y a des assos qui récupèrent Ouais, les tissus, etc. Donc, et clairement. Ce qui me fait penser à un autre épisode que j'ai particulièrement aimé, l'épisode sur le restaurant Zéro Déchet, qui propose également des ateliers de recyclage et d'upcycling. Ce projet s'appelait d'ailleurs Zéro quand j'ai rencontré les fondatrices, mais maintenant il s'appelle Chez Nous. L'équipe s'est agrandie, ils ont retapé un restaurant rue américaine à Ixelles, avec des matériaux recyclés ou upcyclés. J'ai pas de date précise à vous donner concernant leur ouverture, mais ça devrait arriver dans les prochains mois. Il faudra peut-être évidemment attendre la fin de cette interminable crise sanitaire. Alors Zéro, c'est comme tu dis un restaurant, mais ça sera aussi la première vitrine de l'upcycling. Donc l'upcycling, c'est quoi? C'est le surcyclage. Donc c'est redonner en fait une seconde valeur à un déchet, une valeur unique. Et ça peut se traduire à travers du mobilier. Et donc chez Zéro, ça sera du sol au plafond en passant par les assiettes, faites avec des déchets bruxellois. Zéro déchet, c'est juste d'office un effort qu'on devrait essayer de faire parce que ça sert à rien d'avoir des déchets qui sont durables dans le temps pour les utiliser qu'une seule fois. Mais ouais, c'est pour ça on a compris, c'est obvious, on fait tous un effort. C'est sûr. Donc Zéro, c'est pas ça, c'est juste, voilà, si tu viens chez nous, tu peux aussi essayer de recommencer des choses à zéro. Mais sur plein d'autres choses, nos ateliers, c'est aussi dire, bah voilà, tes trucs quand ils sont cassés, viens les réparer, tu verras, c'est cool et tu seras fier de toi, tu l'utiliseras plus longtemps. C'est aussi être plus économique parce que en fait, le fait de pas être autonome, ben, tu dépenses beaucoup plus d'argent parce que tu payes d'autres personnes pour le faire tout le temps. Donc, par exemple, le fait de savoir faire ta poudre à lessiver toi-même, déjà, tu auras sur toi tes vêtements qui seront lavés avec des produits naturels, donc c'est quand même en contact de ta peau tout le temps. Et en plus de ça, ben, tu donneras pas de l'argent à des énormes boîtes qui en ont déjà beaucoup trop et qui ont déjà fait beaucoup trop de bêtises. Et voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on va apprendre. Après, recoudre ton bouton, réparer tes chaussettes, pourquoi pas, ça peut être cool. Et c'est des petites choses, en fait. C'est pas, c'est pas sacrifice, c'est pas genre, voilà, sois zéro déchet, n'achète plus du tout de plastique. Bon, évidemment, on aimerait bien que ça se passe, mais je veux dire qu'on utilise tous encore un peu des déchets. Et c'est chaque effort compte, quoi. Voilà, si t'arrives pas absolument, t'as besoin d'avoir ta crème de jour que t'as depuis des années. On va pas demander à une femme de je sais pas, à 65 ans, de dire non, c'est fini, t'arrêtes, tu l'as fait toi-même. Enfin, mais lui dire, par exemple, voilà,
les petites crevettes qui sont épluchées, qu'on vend dans certains magasins, supermarchés, avec la mayonnaise qui est mise sur le côté. Franchement, tu peux acheter tes crevettes toi-même et faire ta mayonnaise toi-même. C'est pas obligé d'être emballé dans cet emballage-là. C'est vraiment tous ces emballages-là qu'il faut essayer de bannir parce que c'est juste de la fainéantise, quoi. Toute la sensibilisation qu'on a sur les réseaux sociaux par rapport à la pollution générale de la planète, on est tous au courant de ça. On a des infos tout le temps. Puis tu te déplaces, tu vas voir sur place. Et en fait, ce que tu vois, t'arrives à voir pire que ce que t'as vu, en fait, sur les réseaux. Parce que t'es en plein dedans. Et t'arrives à voir, effectivement, des rivières qui se remplissent de déchets. Et tu le vois de tes propres yeux. Tu vas toi-même creuser et quand tu nettoies une plage ou que tu nettoies... en fait, quand tu nettoies une plage, tu nettoies déjà une partie d'une plage parce que c'est impossible de nettoyer une plage complètement. Parce que t'as des microplastiques partout. Mais par contre, tu peux creuser et t'arrives toujours à trouver d'autres déchets. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, bon, il va falloir aussi que moi j'en parle, qu'on en parle. Mais comment en parler sans genre te mettre la boule dans la gorge, te dire ok c'est trop tard, parce que clairement quand tu vois ça en vrai t'as l'impression que c'est trop tard quand tu creuses pendant 1 mètre et que t'as encore un capuchon de Coca-Cola, tu vois, et qui est nickel rouge, hein. Et il est là depuis très longtemps, énorme. Mais tu dis que t'as envie de faire quelque chose avec ça pour le montrer, et voilà, du design, des choses utiles, des choses qui vont servir, qui sont colorées et qui seront chez nous, c'est une bonne manière. Et tous les ateliers, c'est une bonne manière de dire aux gens, voilà, nous on vous propose de manière ludique de faire attention à ça. Être draconien, être hyper extrémiste, ça sert à rien. Non. Les extrêmes sont pas, voilà, encore une punchline. Les extrêmes, c'est pas bien. Mais en fait, fais juste un maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le zéro déchet, c'est pas le zéro plastique, c'est aussi tes chaussures, quand elles sont cassées, tu les ramènes chez le cordonnier. Enfin, moi, j'ai des pompes qui ont été 4 fois chez le cordonnier, je change les lacets. Ouais. Elles sont super belles. Tout le monde me dit, elles sont trop cool, tu les as achetées où? Tu peux pas, je les ai achetées à Perpète. Et c'est ça. Finalement, c'est beaucoup plus intéressant quelqu'un qui répare ses baskets que quelqu'un qui fait du zéro déchet draconien, qui souffre, mais qui s'achète 10 paires de Nike par an. Et donc, à part Wiko, est-ce qu'il y a eu un autre épisode qui t'a marqué ou qui t'a fait réfléchir sur ta démarche par rapport à l'environnement ou comment consommer? Je dirais qu'en fait, il y en a eu plusieurs, mais un qui s'est vraiment, je dirais, implémenté dans ma vie, c'est avec Atlas Go. Ah ouais. Donc l'appli qui te permet de faire du sport pour une bonne cause. En fait, je trouvais que cet épisode-là et l'épisode de Give Action se combinaient assez bien dans la logique où c'est deux applis dans lesquelles tu peux faire des choses positives de manière gratuite, en fait, juste en donnant ton temps, entre guillemets. Et en fait, moi, j'utilisais déjà Give Action avant d'entendre ton podcast, mais ça m'a permis d'une part de pouvoir le conseiller à d'autres gens à qui j'avais essayé de dire: «OK, vas-y, installe Give Action et tu verras, c'est assez bien fait et ça te permet de faire une bonne action sans devoir faire grand-chose». Et puis, parallèlement, d'autre part, il y avait donc le Atlas Go. Là, moi, je l'ai enregistré sur mon téléphone. L'épisode, il est sorti, je pense, au moment du confinement. Je peux te dire que ça a rentabilisé de ouf, là. Ah ouais? Tu l'as bien utilisé pendant le confinement? J'ai pas mal couru. J'ai remis à neuf mon vélo, comme tout le monde, pendant le confinement. Dès que je vais courir, c'est synchronisé avec mon application mes applications de course, en fait. Et donc, il suffit que j'allume l'application et ça synchronise les quelques dernières courses qui n'ont pas encore été synchronisées. Là, pour le moment, depuis que je l'utilise, c'est toujours les mêmes genres d'actions qui sont supportées. Donc, c'est toujours plutôt au niveau de la plantation d'arbres. Mais du coup, j'ai déjà participé à la plantation de je ne sais pas combien d'arbres. À chaque fois, tu reçois une petite notif en disant: «Ah bien, félicitations», non, c'est assez motivant, en fait. C'est assez cool parce que du coup, tu te dis: «Allez, je vais courir genre 1 kilomètre de plus», Ah ouais? Ça te motive en plus, ça, c'est vraiment chouette. Ouais, ça a eu ce petit effet, en tout cas pendant tout un moment. Continue de courir, hein, ça va finir par bouger. Et puis tu auras ta petite forêt en ton nom, quoi. Ouais, c'est ça, j'espère, c'est le but, hein. Si vous aussi vous voulez planter des arbres en faisant votre sport, peut-être que cette app vous plaira. Atlas Go, qu'est-ce que c'est? Voici un petit rappel.
aujourd'hui, l'application gratuite qui peut être téléchargée sur Apple et Android, qui s'appelle Atlas Go Charity, permet à n'importe qui de télécharger l'application, choisir une cause et de convertir ton activité de sport pour une cause. Et donc, tu peux courir 5 km et ça lève, et ça plante un arbre, par exemple. Tu cours, tu fais 1 heure de yoga et tu vas nettoyer les océans en Californie. Donc, tu convertis tes activités de sport, la marche, la course, le vélo, la natation, le yoga, la méditation, pour une association, quoi, pour une de nos ASBL partenaires, grâce à un sponsor corporate. Et donc, c'est le sponsor qui débourse de l'argent, qui pledge de l'argent. Et donc, pour toi, c'est gratuit. Et chacun de tes kilomètres est sponsorisé par une entreprise pour une assoce. Et alors, le produit que nous vendons aux associations, c'est la course virtuelle. Et donc, c'est quand une association veut organiser une course. Enfin, tu sais, comme tu as plein d'associations qui veulent organiser des événements pour lever des fonds. Et tu peux faire un événement où tu loues un endroit et tu vends des tickets, puis les gens viennent et ils lèvent des fonds, et puis c'est la fin de l'événement, quoi. Ou bien peut-être qu'ils reçoivent une médaille et c'est l'événement. Le concept de la course virtuelle, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un endroit physique pour aller courir, tu cours sur Atlas Go. Et donc, ça permet à des associations, peut-être qui sont plus petites, d'organiser un événement, de toucher plus de monde, parce que n'importe qui peut rejoindre où que tu veux en Belgique, mais où tu veux dans le monde, et à des coûts beaucoup plus petits. Parce que si tu veux organiser un événement ici en Belgique, tu dois louer un endroit, tu dois avoir des assurances, tu dois fermer les routes. Si tu veux vraiment faire un gros événement, les 20 km de Bruxelles, par exemple, c'est tout un bazar à organiser. Si tu veux organiser un événement même un peu plus petit, un événement, tu dois débourser quand même des dizaines, de milliers d'euros pour l'organiser, quoi, tu vois. Ici, comme c'est virtuel, ça te permet d'organiser un truc beaucoup moins cher. Tu nous payes, nous, pour l'organisation de l'événement, mais qui aussi touche plus de monde, quoi. Et ça, c'est un produit qu'on voit vraiment cartonner, qui se développe de plus en plus, qui est super fun, surtout par l'effet de pouvoir vraiment toucher des gens n'importe où, quoi. Ça, c'est vraiment cool. On a organisé des courses où tu as des gens dans 20 différents pays qui participent pour la même cause ou pour la même association, et c'est super bon ambition. Ça, c'est super chouette à voir, quoi. Après, est-ce qu'il faut courir 5 km pour pouvoir avoir un impact, ou bien ça commence à... Genre, tu peux déjà collecter de l'argent à partir de marcher 10 minutes dans la rue. À partir de ça ta commence. question. T'as pas envie d'aller courir de 5 km. Non, mais c'est vrai. Ouais, nous, ce qu'on dit, c'est que chaque kilomètre compte, every mile matters, et c'est l'ensemble. Aujourd'hui, on a levé 1 million d'euros pour différentes associations, et c'est parce que chaque personne a été courir 1 kill, a été faire sa marche. Donc, ouais, c'est sûr que tu lèves un petit peu moins quand tu vas juste marcher 10 minutes, mais tu peux marcher 10 minutes. L'idée, c'est que ce soit vraiment une application où tu traques ton activité de tous les jours. Donc, tu prends l'escalier, tu peux le mettre, tu peux mettre tes steps, tu peux mettre quand tu vas marcher 10 minutes. Et justement, on le voit des gens qui disent moi, tu vois, au lieu de prendre un Uber ou bien au lieu de prendre la voiture pour aller ici, j'ai été marcher et j'ai levé un petit peu pour planter des arbres en Australie, tu vois. Ouais, voilà, marcher 30 minutes au lieu de prendre un Uber ou une trottinette. Exact. Ouais. Et ça, c'est l'incentive qu'on veut créer avec la gamification tu lèves des fonds pour une assoce, tu crées de l'impact. Et du coup, oui, il y a un impact que Atlas Go fait au niveau du fundraising, donc de l'argent qui est levé pour des assos, mais nous, l'impact aussi qui nous fait kiffer, c'est on fait bouger les gens, quoi. Il y a un impact health, on fait bouger, on fait découvrir des nouveaux sports aussi. Et puis alors, le troisième impact qu'on fait, donc santé, fundraising, troisième impact, awareness, faire parler des différents projets, faire parler de la problématique du sans-abrisme, faire parler de la problématique de l'environnement, etc. Donc ça, c'est une grosse partie aussi qui est importante dans notre modèle d'impact, quoi. Élise nous parle aussi de Give Actions, une super app qui permet d'effectuer des donations au projet de votre choix en regardant seulement quelques minutes de publicité par jour. Alors Give Actions en quelques chiffres, c'est 18 000 utilisateurs, dont 1200 chaque jour, plus de 4000 arbres plantés. En cette période hivernale, il lance un projet en collaboration avec l'ASBL Lilo pour redistribuer des repas aux sans-abri. Donc on a développé une application qui permet aux utilisateurs, donc au grand public, de planter des arbres, d'offrir des repas à des sans-abri, et bien d'autres, mais gratuitement et en 2 minutes. Et donc le concept est simple, il suffit de découvrir 2 vidéos sponsorisées par des entreprises vertes et sociales pour récolter gratuitement de l'argent et le donner à une association. Donc c'est un moyen simple, rapide et gratuit de se bouger pour la planète et de faire un don gratuit, si tu veux.
On a fait des recherches, hein, on s'est pas mal renseigné sur le crowdfunding parce qu'on s'est dit est-ce qu'au final on n'est pas une plateforme de crowdfunding pour des projets associatifs. Ouais. La réalité est quand même un petit peu différente parce que voilà, il faut pas soi-même mettre de l'argent. Donc ça c'est via voilà, des utilisateurs qui vont regarder du contenu sponsorisé. Et ensuite, nous, on met pas une limite de temps. Donc, c'est ça, si ok. le projet, après, je sais pas, on s'est dit 1 mois arrive à 50%, eh ben, on le laissera jusqu'à la fin. Ou bien, on se dit, on arrête, mais on donnera les 50%. Alors que dans le crowdfunding, généralement, si on n'arrive Ouais. pas au 100%, eh ben, on perd tout. Ouais. Donc, on peut se considérer un petit peu comme une plateforme de crowdfunding, mais juste pour le côté associatif. Ouais, c'est ça. Mais une crowdfunding gratuit, un petit peu une forme spéciale de crowdfunding, quoi. Ouais, donc effectivement, l'argent collecté, si on n'arrive pas à 100%, vous le donnez quand même. Oui, c'est ça, mais généralement, on met pas vraiment de limite de temps, alors que c'est le cas en crowdfunding. Ouais. Nous, on met un projet et on fixe un objectif, voilà, du genre planter 2000 arbres, et on voit quand ça se finit. Ok, c'est ça. Super intéressant. Et donc, vous vivez comment? Grâce à une commission sur la C'est ça. publicité. Les entreprises payent un budget et 50% est donné aux associations et 50% est conservé par Ah, d'accord. Give Actions. Oui, les entreprises, du coup, c'est le publicitaire. Ouais, c'est c'est ceux ça. qui postent la publicité. Il y a que elles qui payent. Pour les autres acteurs, les utilisateurs et les associations, c'est entièrement gratuit. Est-ce que ça va pas aller à l'encontre de la tendance qui est non pub? Mais je pense pas parce que nous en fait justement la publicité elle va pas disparaître. Je veux dire, la publicité, voilà, comme je disais, ça a parfois une connotation négative, mais c'est indispensable pour les marques pour se faire connaître, pour trouver de nouveaux clients. Et donc elle va pas disparaître, elle va juste évoluer. Donc nous justement on essaie de changer le paradigme de cette publicité pour le faire de manière plus respectueuse, aussi bien de l'environnement et des valeurs sociales parce qu'une partie va à des associations et de deux plus respectueuse de l'utilisateur parce que ça va pas tomber à un moment qui le dérange. Et parfois même ces publicités nous intéressent et donc autant accepter de le faire pour justement le faire à un moment qui nous dérange pas. Et autre élément de réponse encore, on a l'impression parfois la publicité c'est négatif, mais quand on découvre un super chouette projet, ça nous dérange pas. Parce que c'est un chouette projet. On voit un article de presse, par exemple, sur le Happy Horse Market, un de nos partenaires, qui récupère les invendus alimentaires pour diminuer le gaspillage et les revendre à moitié prix. On découvre ce projet, on est là, mais c'est trop stylé. Et donc ça nous dérange pas de découvrir un projet comme ça, parce que c'est sympa, ça va nous permettre d'adapter nos habitudes de consommation pour justement agir de manière plus éco-responsable. Et donc nous, c'est notre but, c'est pour ça qu'on sélectionne les entreprises. L'idée, c'est de montrer aux gens, ok, on peut faire un don pour des associations, mais on peut aussi adapter nos habitudes de consommation pour agir de manière plus responsable. Ouais. Parce que le changement ne va pas passer que par des dons à des associations, mais aussi par un changement de nos habitudes au quotidien, clairement. et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Donc on a des projets qui sont là de manière un peu continue. Donc je prenais l'exemple des 2000 arbres, ça c'est un projet qui est là depuis 4 mois, et donc il va encore rester un bon mois je pense pour arriver à l'objectif des 2000 arbres. Et puis il y en a d'autres qu'on reconduit souvent, voilà, avec nos partenaires Lilo où on offre des repas des sans-abri, ou encore Scola pour du soutien scolaire. Mais là on est en grosse discussion avec d'autres associations pour donner un petit peu de nouveautés. Ouais. Peut-être financer l'achat d'une machine qui récupère les déchets dans les rivières, les déchets plastiques pour diminuer la pollution plastique. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a aussi financer l'achat de ruches pour essayer d'augmenter les populations d'abeilles qui sont en déclin. Et donc moi j'avais des petites questions pour toi. Ah oui, bien sûr. Je sais pas si c'est possible. Bah oui, bien sûr, on est là pour ça. Trop bien, trop cool. Je me sens trop comme une journaliste là. Le rêve d'une vie. Non, je me demandais un peu, le podcast en 2020 en Belgique, ça marche? Ah, mais bonne question, écoute... Parce que moi de mon côté, j'ai l'impression que c'est le cas, mais après j'ai un peu envie d'avoir les impressions de quelqu'un qui est vraiment, derrière le micro et c'est ça, qui est dans le milieu, Dedans. quoi. Ouais. Alors, comment... En fait, ça fait des années qu'on dit que c'est l'année du podcast. Et ici, on voit vraiment, il y a, je sais pas, 5 fois ou 10 fois plus de podcasts en Belgique que l'année d'avant. Donc cette année-ci, ça a vraiment explosé.
Il y en a partout, pour tout, tous les sujets, à toutes les sauces, bien fait, mal fait, enfin, il y en a vraiment partout. Donc oui, ça, à ce niveau-là, podcast a du succès, énormément. Par contre, je dirais que l'audience ne suit pas encore totalement. Quand on compare avec d'autres pays comme la France, hein, vu qu'on va se comparer à la France, là, l'audience est énorme. Et il y a évidemment beaucoup plus de podcasts aussi, mais il y a une audience vraiment massive, quoi. Et ça, c'est pas encore vraiment rentré dans les habitudes en Belgique, mais ça vient. Franchement, ça vient. L'audience est en constante progression. Après, Ok. alors, il faut dire aussi que le Covid a changé un peu les choses, donc c'est un peu dur de vraiment euh, dire si l'année 2020 ça a marché ou pas le podcast, parce que moi je vois ça avec les graphiques des audiences, et qu'en fait, depuis le premier confinement, les gens ont changé leur routine et ils n'ont plus forcément trouvé autant de place pour le podcast dans leur nouvelle routine. Par exemple, je pense que les gens écoutent des podcasts quand ils Ok. vont courir, mais surtout quand ils vont au boulot, l'aller-retour, qu'ils sont 20 minutes dans le bus ou dans le tram, ou peu importe, mais quand ils sont vraiment dans le trajet où ils peuvent rien faire d'autre que écouter, alors ils écoutent un podcast. Et tout ça, ça a été un peu supprimé. Les loisirs ont été supprimés, les trajets ont été réduits quand le télétravail a été imposé, et donc euh, les gens ont commencé à moins écouter de podcasts pendant, je dirais, les 2 mois de confinement, puis c'est reparti en flèche en été. Ouais, c'est marrant, j'aurais dit que c'était plutôt l'inverse, que j'avais l'impression que les gens écoutaient plus de podcasts, pendant le confinement. C'est pas du tout dans les chiffres, c'est pas du tout le cas? Dans les chiffres, c'est vraiment pas le cas, et c'est flagrant, quoi. Ah, c'est C'est dingue vraiment ça. flagrant de voir qu'il y a une chute à ce niveau-là. Et en mai-juin, quand on est sorti du confinement, on voit que les audiences repartent en flèche. Ici, pareil, le deuxième confinement, c'est moins marqué que la première fois, mais il y a quand même une petite baisse. OK. Je m'attendais pas du tout à ça. Par exemple, moi, j'écoute les podcasts, sur les trajets et cetera, mais j'écoute aussi des podcasts quand je cuisine ou quand je me lève et cetera. De toute façon, tu es quand même chez toi. Cette routine-là n'a pas changé, Ouais, donc l'un dans l'autre. Bon, après, je ne suis pas, à mon avis, le le profil type des personnes qui regardent peut-être. qui écoutent des podcasts, Ouais. Mais après, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont changé leur routine et ont commencé à écouter des podcasts parce que justement ils avaient plus de temps pour eux. Mais d'après les chiffres, l'audience moyenne a quand même plutôt diminué. mais ouais. Mais t'as l'air d'être une forte consommatrice de podcasts. Bravo d'ailleurs. Mais je pense que la plupart des gens, ils vont écouter 20 à 30 minutes de podcast par jour ou par 2 jours. Et ça va être dans le trajet au boulot, quoi. La plupart du temps. Le Ouais, trajet au boulot ou le jogging. non, mais c'est vrai que c'est effectivement le moment où c'est le plus facile. Et du coup, question subsidiaire, même si je pense que je connais je connais déjà la réponse, vu que il y a pas de pub, au sein même de ton podcast. Est-ce que tu arrives à en vivre? Euh, eh bien, pas vraiment, pour être honnête, c'est pas facile, surtout pendant le confinement. Mais d'abord, faut que je rappelle que mon podcast Benvox, c'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Ça, je le fais tout à fait gratuitement. Et donc, je n'ai pas vraiment de revenus via ce podcast. Mon business tourne différemment, c'est-à-dire que je propose à des associations, à des ONG de produire un podcast pour eux. Donc à ce moment-là, je vais enregistrer leurs interviews, je vais faire un montage et je vais diffuser leur podcast. Et donc ça, c'est la partie du boulot qui me rémunère. Et ça aussi, en fait, c'est un peu au ralenti à cause du Covid. Le studio d'enregistrement est plus disponible, ou bien les gens sont plus disponibles parce qu'ils ont le Covid, ou bien simplement parce qu'ils sont Ouais, tenus logique. Ouais. de rester chez eux. Mais aussi, bah, c'est plus vraiment la priorité. Vu la crise, ils ont plein de choses à gérer en interne. Donc forcément, le podcast, qui était un peu allez, la cerise sur le gâteau de leur communication, bah, ils le mettent un peu de côté en se disant, bon, on en reparle l'année prochaine, quoi. Mais pour le moment, c'est toutes ces parties tournent un peu au ralenti. Donc, je peux pas encore vraiment dire que je peux en vivre confortablement. Et à ça, j'ai envie d'ajouter que justement, je vais
essayer de compléter un peu mes revenus, alors j'ai créé une page sur Tipeee, dont le lien sera disponible dans la description du podcast. Je sais pas si tu connais? Non, c'est quoi? Donc en fait, Tipeee, c'est l'équivalent français de Patreon aux États-Unis. Et donc en fait, c'est un site qui te permet de donner de l'argent mensuellement ou juste en one shot. Non, mais c'est comme du crowdfunding? C'est plus ou moins comme du crowdfunding, Ou pas sauf du tout? que le crowdfunding, en fait, tu payes pour OK. un projet. Et ici, c'est tu donnes de l'argent à un artiste, un créateur. Donc ça peut être un OK. youtubeur, ça peut être un podcasteur, ça peut être aussi un dessinateur ou je sais pas, un écrivain, que tu vas en fait OK, permettre... donc c'est pas lié au projet, quoi. C'est vraiment lié à la personne. Exactement, c'est lié à la personne, et OK. tu l'aides en fait à obtenir un revenu plus stable. En fait, c'est ça l'idée. OK. Et donc, les gens peuvent mettre de 1 euro à 5 euros, à 500 euros, peu importe, en fonction de leurs envies, que ce soit en one shot ou bien mensuellement, quoi. Ça, c'est l'idée de Tipeee. OK. C'est la version 2020 du mécénat, quoi. C'est ça, c'est clairement du mécénat, mécénat OK. 2.0. Ouais. OK. Mais donc vu que c'était le premier anniversaire de Benvox, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à des années supplémentaires? Est-ce que tu continues dans le projet? Du coup, le Covid ne t'a pas refroidi? Alors oui, bien sûr, ça va continuer. Oui, oui, il y a plein d'interviews qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et Fête. effectivement, je vais essayer des nouveaux formats qui ne seront peut-être pas diffusés sur le podcast de Benvox en lui-même. Je ne sais pas encore très bien. Peut-être que ça va être une deuxième chaîne, un deuxième podcast à part. Mais par exemple, je travaille actuellement avec une autrice, une auteure, je sais pas quel est le bon mot en vrai, pour faire un podcast de fiction. Donc là, ce serait finalement comme Cool. un roman, enfin comme une histoire racontée, divisée en plusieurs épisodes, mais qui en même temps sont toujours liés à des thèmes qui me sont chers. Donc d'office qu'il y a... Enfin, il y aura un peu de tout. J'ai pas envie non plus de trop en dire, De mais spoiler. c'est en travail et ça va être très chouette. Ah, trop cool. Eh bien, merci Élise, c'était super sympa de t'avoir. Avec plaisir, Ben. Merci pour ta fidélité, et n'hésite pas à me partager des idées ou des sujets qui t'intéressent et que tu aimerais bien voir développés dans un autre épisode. Ouais, super, je n'y manquerai pas. Merci Élise, salut. J'espère que vous avez apprécié cette première partie avec Élise. Je vous propose maintenant d'écouter Clément et Lionel, qui ont choisi des sujets très différents. On est chaud. Bah écoute, nickel, Covid, lol, on va la refaire. Bonjour Lio, bonjour Clément. Bonjour Benjamin, Salut Benjamin. Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien aujourd'hui. Eh bah écoute, nickel, et toi? Ben super, écoute, je suis bien enfermé chez moi, bien confiné comme il faut. Alors d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel lancé sur Instagram pour participer à cet épisode anniversaire de Benvox, et bienvenue dans le podcast. Bah écoute, merci de nous Merci. recevoir, on est super content d'être là. Merci, moi aussi, je suis super content de vous avoir. Alors effectivement, ça fait 1 an que j'ai lancé le premier épisode, et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, et il y a encore beaucoup d'autres interviews qui vont arriver. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vite fait vous présenter? Honneur à Clément. Allez, allons-y. Bah écoute, moi c'est Clément, j'ai 30 ans. J'ai étudié la communication, bah, comme toi, Benjamin, à l'Université libre de Bruxelles. J'ai le plaisir d'être responsable marketing de la filiale belge d'un groupe de conseil aux entreprises, Mhm. un groupe européen. Et à côté de ça, bah, écoute, je suis un jeune papa, puisque j'ai une petite fille qui a maintenant 5 mois et quelques Ah, bah, jours. félicitations. Et à côté de ça, merci beaucoup. J'ai un petit engagement au sein d'une association bruxelloise qui s'appelle Planète Vie, qui a notamment été à l'origine, je ne sais pas si tu le connais, du documentaire Love Me Tender, Ah, ok, super. qui a quand même pas mal tourné dans les salles, dans les écoles, qui avait été primé en plus d'un Magritte. Si ma mémoire est bonne, ça devait être en 2011. Il y a sa suite qui est prévue et qui devrait sortir l'année prochaine. Et qu'est-ce que tu fais pour cette organisation? Bah, écoute, moi je leur offre un support plutôt ponctuel pour tout ce qui est communication et webmastering. Ok, cool. Lionel?
De même, j'ai étudié, la communication à Bruxelles, avec toi et Clément. Aujourd'hui, je suis basé en Angleterre, hein, donc je travaille pour une société qui vend de la visioconférence. Sur les aspects, engagement et autres, je n'en ai pas. La visioconférence, quelque part, répond déjà aux problématiques, de déplacement en avion et autres. Écoute, c'est pas tout à fait vrai. L'autre fois, tu m'avais dit que tu tirais la chasse une fois par jour. Non, mais je pense que la visioconférence répond déjà à ces problématiques de déplacement et autres et réduction, de l'empreinte carbone pour beaucoup. Et puis, bah, je suis aussi, l'heureux parrain de la petite fille de Clément. Donc voilà, Ah, voilà. tout se rejoint. Bah, c'est magnifique. Mais quand tu dis que t'es pas engagé, en réalité, tu l'es un peu. Parce que rien que le fait d'écouter ce podcast, c'est que de fait, c'est des sujets qui t'intéressent. Alors, oui, d'une part, on va dire, je suis un petit peu contre tout ce qui est, GAFAM et autres, même si, c'est toujours un petit peu tentant, de partir, sur leur voie. Mais, oui, les podcasts en général que j'ai pu, écouter avaient, pas mal de choses intéressantes, notamment sur les monnaies locales et on aura l'occasion d'en parler sur, C'est bien que tu commences, à parler de ça. Donc quels sont les thèmes que tu as le plus appréciés dans ce podcast et pourquoi? alors moi, il y a eu 3 podcasts que j'ai appréciés. Le premier c'est, celui qu'a pu, mentionner Clément sur la monnaie locale ZIN. Je trouvais ça, Mmh. assez enrichissant et aussi surprenant parce que je ne connaissais pas du tout cette, monnaie locale sur Bruxelles, donc je l'ai découvert via le podcast. Je pense à un des podcasts aussi qui avait eu, pas mal, de succès à sa sortie, de ton côté, qui était, pour la banque, Newbie, Ah oui, qui, tout à fait. voilà, a pu explorer, plus en profondeur que ce qu'on pouvait lire, dans des médias, classiques. Et le dernier que j'ai, apprécié et réécouté, il y a peu, c'était, Code and Play, l'ASBL, Ah oui. qui voilà forme, sur le parascolaire, éduque, les élèves sur, des sujets, informatiques, de base, peut-être aussi un minimum, de code parce que ouais, je pense que dans le futur, ça sera un petit peu, le tronc commun pour, si la Wallonie se réveille, comme elle n'a pas pu se réveiller d'ailleurs, au moment où on Mmh. on n'apprenait pas le néerlandais dans les classes primaires, quand j'étais enfant. J'espère qu'ils vont un petit peu se réveiller sur, ces aspects informatiques et surtout, développer, des bases pour des élèves, tous âges confondus. En tout cas, sur le tronc primaire, il faut un minimum aujourd'hui de connaissances et de repères, Ouais. pour être, bien digitalisé, ouais. OK, top. On va revenir sur ces épisodes les uns après les autres. Commençons par la zine. Alors, d'abord, sachez que moi-même, j'accepte la zine. On m'a encore jamais payé en zine, mais ça pourrait arriver, hein. Et pourquoi est-ce que ces thèmes-là te parlent plus? Je veux dire, au-delà du fait que c'était intéressant, est-ce que c'est un sujet qui t'interpelle? Bah, monnaie locale, c'est quelque chose que maintenant tu as envie de faire? Tu as envie d'utiliser la zine si jamais tu viens à Bruxelles? Alors oui, là, le problème effectivement, basé en Angleterre, l'Asie ne va pas trop me servir, mais non, mais c'est plutôt Mais il y a peut-être une monnaie locale en Angleterre, enfin dans la ville où tu habites. non, non, mais c'est certainement des choses à mettre en place, hein. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal de petits commerces avec le covid, mais même sans le covid, étaient impactés par, de la désertion. Donc ce genre de monnaie, je pense, ramène, déjà une dynamique, dans un quartier. Donc ouais, moi je suis, Mmh. totalement pour. En plus, je pense que c'est vraiment un incitant, pour des gens, bah, voilà, tu as cette monnaie-là, tu ne peux t'en servir que dans un quartier, prédéfini. Bon, bah, ça circule Mmh. et tu ne la dépenses pas vers des entreprises, américaines, où on ne sait pas trop non plus où ces fonds après sont, dépensés, spéculation et autres. Non, la ZIN, c'est pour Ouais. ça que ça m'interpellait. Alors ici en Angleterre, je connais pas de monnaie locale comme ça à ma connaissance, comme j'en avais pas la connaissance pour ZIN. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'interpelle, Ouais. surtout maintenant, en plus avec, l'impact covid. Je pense que c'est, vers quoi on se tend et on se dirige, dans le futur, hein, comme on le voit avec, maintenant, la grande distribution qui fait face plutôt à des Mmh. petits commerces et tente quand même maintenant de mettre, bah, voilà,
les choses en vrac dans leur rayon, je pense qu'on se tourne quand même vers un autre mode de Ouais. consommation. Donc. Et l'asine fera sens à ce niveau-là. Ouais. Ouais, c'est clair et je pense aussi que c'est la bonne direction à prendre dans la mesure où, effectivement, ça permet de renflouer les caisses des commerces locaux, mais aussi du coup de d'avoir plus de poids dans ton pouvoir d'achat, en fait. C'est juste que quand toi, tu achètes un truc, ben, tu choisis: «Ah voilà, j'ai choisi ce produit-là, voilà pour quelle raison» et du coup, en fait, tu influences le marché d'une certaine manière. Je dis ça, mais j'ai ouvert les yeux justement en rencontrant des gens qui étaient, actifs dans l'économie locale. C'est clair maintenant que en fait, notre pouvoir à nous, les utilisateurs, les acheteurs, bah, c'est justement qu'on choisit ce qu'on achète et où on l'achète. C'est en tout cas l'esprit à adopter, mais bon, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que l'humain va toujours vers plus de confort. Qu'est-ce qui est plus simple? Est-ce que c'est d'aller dans un commerce local où tu vas discuter avec le commerçant, ou est-ce que tu préfères payer en ligne et ne parler à personne? Ça, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, hein. C'est les gens ne en plus Ah ouais. avec maintenant malheureusement, ce Covid, là, c'est encore plus simple pour quelqu'un de commander tout en ligne parce que, ah bah, j'ai l'excuse, je ne peux pas sortir de chez moi, donc je fais, Mmh. tout, à distance. Mais c'est pas forcément vrai, puisqu'on voit quand même qu'il y a pas mal de commerces locaux qui se lancent dans le click and collect. Et on a tous là maintenant besoin de contact plus que jamais. Et ce genre de solution, quelque part, est un peu hybride et rejoint ces deux mondes où on passe une commande en ligne et où finalement on va la chercher chez son commerçant et on a aussi le bonheur d'échanger un peu avec lui, Ouais, savoir clairement. comment ça se passe et en gros, quels sont ces enjeux, pardon, du moment et sa manière aussi de concevoir le commerce. C'est un La ZIN est la monnaie locale bruxelloise qui vous permet de soutenir l'économie locale, mais plus précisément les commerces et services qui respectent des valeurs éthiques et environnementales. Alors aujourd'hui, c'est 100 000 ZIN en circulation et près de 200 prestataires à Bruxelles. De plus, l'équipe travaille sur un format numérique de la monnaie locale dont on devrait entendre parler prochainement. L'intérêt d'une monnaie locale, en fait, c'est de capter la richesse qui a été créée et de la faire circuler, de la booster, en fait, dans ce domaine. Et les premières monnaies locales qui ont en fait émergé, c'est par nécessité. C'est après la crise de 2008, par exemple en Angleterre, où quelques petits villages, après la crise, la plupart des personnes étaient sans emploi. Et puis ils se disent, bah, si on crée notre propre monnaie et que du coup on se donnerait du travail comme ça. Et ça a fort marché. C'est surtout Bristol, par exemple, qui est assez connu avec le mouvement de Rob Hopkins. Donc, mais les Basques ont par exemple aussi une large monnaie locale. Les bénéfices, dans un premier temps, ça pourrait être en effet booster, on va dire, l'économie vraiment locale. Parce que du coup, le billet peut que circuler naturellement dans le territoire et avec les acteurs qui y participent. Ouais, donc c'est finalement assurer qu'on va réinvestir encore et encore dans le local, quoi. Donc quand on me demande c'est quoi la différence entre payer par exemple 20 € dans un marché bio ou payer 20 zines, bah, c'est qu'on sait qu'au moins après les 20 zines, ils vont continuer à rester tournés dans le même réseau, tandis que dans la prochaine transaction, les 20 € ils peuvent être dépensés chez McDonald's ou chez Carrefour et puis voilà, et puis ces euros au final seront très vite amenés dans les poches des grands. Et donc là, en fait, on a un réseau où c'est plutôt on va dire des plus petits acteurs, des indépendants, des gens qui sont autonomes dans leur gestion, qui ont tous cette valeur d'essayer de faire un maximum de local, de faire des circuits courts, de minimaliser l'impact sur la société et sur l'environnement surtout. Et du coup, voilà, c'est vraiment un boost. Et en plus de créer un réseau, en fait, où ces gens s'entraident, où du coup, mais oui, mais tel est dans le réseau, mais en fait, j'avais pas pensé en lui en tant que producteur, au final, il est plus proche, etc. Donc, on peut dépenser dans les 160 commerces qui acceptent la ZIN. Et donc ça, quand vous allez sur le site zin.brussels, il y a la carte dans réseau. Et là, en fait, on a même catégorisé en fonction, c'est plutôt de l'Horeca,
plutôt dans la bijouterie, dans tout ce qui est artisanat aussi fait partie des valeurs, parce que on va dire c'est local aussi. C'est un service local. On a même, je pense, une masseuse. Donc j'ai vu qu'il y avait une vétérinaire aussi. Et puis on a même des centres culturels, on a un cinéma, donc on commence à avoir quand même un réseau assez divers et varié en effet. Quels sont vraiment les critères pour entrer dans la zine? Et donc il y en a. En fait, il y a déjà une exclusion sur base de 6 critères. Donc, si le commerce en soi ou l'acteur est coté en bourse, il rentrera pas dans la zine. S'il n'a pas d'autonomie de gestion, il ne rentrera pas dans la zine. Donc, ça peut être comme un Carrefour Express, on va dire. Du coup, celui qui gère, le gérant, n'a pas ou très peu d'autonomie dans sa gestion. S'il y a non-respect de l'humain, je sais pas, un bar à striptease, on va dire, ou n'importe quoi. Destruction de l'environnement, donc pour les grands polluants. Si le centre d'activité économique n'est pas à Bruxelles, donc logique, ça c'est le local. Puis la dernière, c'est si justement pratique commerciale douteuse. Donc si on se dit, c'est un peu chelou. Donc il y a en espèce un contrôle constant où tout le monde est un peu impliqué de jeter un œil et de faire attention qui est accepté dans la zine ou pas. Et voilà, on a déjà eu 1 ou 2 cas où au final, où on nous demandait de travailler ensemble et puis on a dit ça c'est nos critères, au final ça s'est pas fait. Ouais, okay. Donc ça c'est les critères d'exclusion et il faut par exemple répondre à minimum 2 critères et des prochaines. Donc c'est le côté local, être impliqué dans un circuit court, avoir ou du bio ou des produits naturels, faire des initiatives favorables à l'environnement, faire de l'artisanat ou de la création, valorisation de la santé, renforcer les liens sociaux, respect des animaux et une finalité sociale ou culturelle. Et toi donc Clément, quels étaient les épisodes qui t'ont plus plu, qui t'ont le plus marqué? Bah écoute, on est un peu en phase et pourtant je peux te jurer qu'on s'est pas mis au diapason avant. J'ai aussi retenu Code and Play. Je rejoins en fait ce qu'a dit Lionel, c'est que quelque part il y a de très très grosses lacunes, il y a des manques, on est en retard, mais enfin je sais pas si c'est en Wallonie, mais certainement ailleurs, sur la compréhension des enjeux du numérique et des usages aussi. Et quelque part, intégrer des petites formations, des ateliers dès le plus jeune âge, c'est hyper important aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte, et c'est somme toute évident, que les enfants, ils sont en contact très très jeunes avec des écrans, mais ils n'ont pas le recul que nous, on peut avoir dessus, parce qu'on a grandi, on a vu ces écrans évoluer, on a aussi connu un monde sans écran, mais eux, c'est pas le cas. Puis il y a tout un besoin de contextualisation aussi, de compréhension des codes, qui est plus indispensable que jamais, surtout auprès de ces jeunes générations. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, cette jeune génération, il s'en rend compte maintenant de l'intérêt des connaissances informatiques, ou digitales en tout cas. Beaucoup d'entre eux, en ce moment, doivent assister aux cours à distance, et s'ils n'ont vraiment aucune connaissance, ça va être beaucoup plus difficile. Et de l'autre côté, ça permet aussi aux professeurs, qui ont été formés de la même manière, d'adapter leurs cours de manière plus digitale, et ça peut rendre les cours beaucoup plus fun, simples et pédagogiques. Oui, tout à fait, et tu peux aussi venir avec des contenus enrichis. L'enfant qui, par exemple, trouve un intérêt sur une thématique, il peut aller plus loin aussi dans sa réflexion et dans sa volonté de s'éduquer en parcourant et en naviguant parmi tout ce qui est proposé dans la solution. Ça, c'est super chouette. Ouais, clairement, clairement. Puis il y a aussi tout un niveau d'abstraction maintenant qui doit être intégré dans l'éducation. Bon, évidemment, il y a toute l'abstraction telle que nous, on l'a connue avec la philosophie et d'autres disciplines de la sorte, mais quand on parle d'abstraction, par exemple, sur tout ce qui est mise en place et compréhension d'algorithmes, là, c'est une pensée un peu personnelle, mais je crois que le travail de demain, en tout cas pour les entreprises de services, ce sera de développer tous les algorithmes qui permettront de nous faire gagner du temps pour nous consacrer à des tâches de valeur, c'est-à-dire des tâches où on a besoin de cogiter et d'utiliser son cerveau plutôt que de faire des petites opérations. Ok, très intéressant. J'espère que on verra bien effectivement de quoi l'avenir sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de digital, et que comprendre comment fonctionne un ordinateur et comment l'utiliser correctement,
seront des compétences essentielles du monde de demain. L'éducation digitale dès le plus jeune âge, c'est effectivement ce que propose Code & Play. Alors comment et pourquoi ? Je vous propose de le redécouvrir avec ce petit extrait en guise de réponse. Qu'est-ce que c'est Code & Play ? C'est une association, une ASBL, qui existe depuis bientôt plus de 3 ans et qui a pour mission de mener la transition au numérique dans l'enseignement primaire. Donc la transition au numérique, c'est de faire en sorte que les professeurs puissent être capables de donner des cours d'éducation au numérique dans le cadre scolaire. Pour ce faire, on a 2 pôles, disons, d'activité. On a le pôle d'activité parascolaire, où on va tester nos activités directement avec des enfants, on va tester le contenu, on va regarder un petit peu ce qui se fait un peu partout dans le monde, et on va essayer de trouver des chouettes activités, un fil rouge qui vont mettre en évidence ces compétences numériques. Et alors ces activités qui sont alors testées en extrascolaire, en parascolaire, vont pouvoir être réutilisées dans le cadre scolaire par la suite, par des instituteurs, des institutrices. Ok, commençons par le pourquoi donner ces cours et ces formations à cet âge-là. Finalement, c'est assez précoce. On pourrait se dire que est-ce que c'est vraiment en primaire qu'on a besoin de compétences digitales, quelles qu'elles soient ? Oui, enfin c'est Nadine, hein, donc Nadine Cousin qui a créé Code & Play à la base, qui elle a fait le constat, donc elle a fait des études d'ingénieur en informatique. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait en fait toute une logique à avoir et qui est pas facile à avoir une fois qu'on est déjà jeunes adultes ou adultes. Et voilà, en réfléchissant un peu, c'est que finalement, plus on est jeune, et notamment à l'école primaire, on a le cerveau qui est le plus adaptable, la plasticité cérébrale, on peut dire. Voilà, donc c'est cette conclusion-là en disant, bah, tiens, si dès l'école primaire, on peut déjà, comme quand on apprend une langue assez jeune aussi, plus on est jeune, essayer d'amener ça à cet âge-là, et on pense toujours plutôt à partir des secondaires, etc. Mais en fait, très vite, les jeunes vont aussi être exposés au numérique, donc autant une autre raison, et aussi là parce qu'elle était la seule fille, je pense, de sa promotion. Elle s'est dit aussi, mais pourquoi il y a si peu de filles qui font ces métiers et ces études numériques? Et donc, une autre raison pour le primaire, c'est que voilà, on est à un âge où il n'y a pas encore trop de stéréotypes ou en tout cas les petites filles se posent pas trop la question en se disant tout de suite c'est pas pour moi. Et quel que soit le milieu social aussi, le fait d'être dans l'école et dans l'école primaire, ça permet de toucher un peu tous les publics et que le numérique soit vraiment accessible à tous et toutes. Pour les enfants, on a 3 thématiques principales qu'on travaille en parascolaire et qu'on développe en interne. C'est la robotique, la pensée informatique et la programmation. À cela vont s'ajouter des notions de littératie numérique, de manipulation d'informations, d'éducation aux médias et de bien-être numérique. Ça, c'est plutôt des choses qu'on va développer en partenariat avec d'autres associations comme Infort Jeune, comme Bibliothèques sans frontières, etc. Et donc nous, on essaie de se spécialiser, disons, dans la création de contenu pour la robotique, la pensée informatique et la programmation, parce que c'est là où on a la meilleure expertise dans l'équipe. Pour la pensée informatique, c'est tout ce qui a trait à la compréhension d'un ordinateur, d'une machine en général. Qu'est-ce que c'est une instruction? Qu'est-ce que c'est un algorithme? Comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne? Il fonctionne à la magie, au vent? Non, ça fonctionne à l'électricité. Il y a un certain langage. Voilà. C'est de la décomposition en sous-problème. C'est de la reconnaissance de patterns. Voilà, c'est toute une nouvelle logique en fait de penser comme une machine, pensée informatique. La robotique, c'est comprendre des objets qui sont du coup connectés à un ordinateur et qui vont avoir un certain comportement. À travers la robotique, on travaille beaucoup aussi l'identification de problèmes, donc, ou le troubleshooting en anglais, c'est-à-dire de déterminer quel est quand un problème survient, de quelle nature est le problème. Est-ce que c'est un problème matériel? Est-ce que c'est un problème logiciel? Voilà, ça c'est une des compétences principales qu'on voit à travers la robotique, c'est d'identifier, est-ce que c'est des facteurs environnementaux, est-ce que mes capteurs captent bien ma main, comment ça se fait que le robot réagit de telle façon quand je l'ai programmé de telle sorte alors que je pensais pas que c'était ça que j'avais voulu lui faire faire. Voilà, c'est la robotique. Et enfin, la programmation, c'est utiliser un langage informatique, donc simple pour les enfants, hein, c'est des enfants, donc on utilise des langages de programmation visuelle qui leur permettent de construire des logiques, des petites histoires, des jeux
des petits programmes, mais assez simplement pour pouvoir exprimer leur créativité, etc. Donc, est-ce que un de ces épisodes, du coup, a changé votre quotidien, genre, ou en tout cas votre manière de voir le monde autour de vous, ou votre comportement, je sais pas. Clément, tu veux commencer? Salopard. Écoute, changer le mode de pensée, certainement pas, puisque je suis assez ouvert et intéressé à toutes les thématiques que toi tu abordes dans tes podcasts. Maintenant, ça m'a permis aussi de découvrir des structures et des initiatives qui m'étaient tout à fait inconnues et qui pourtant sont à quelques kilomètres de chez moi. Donc, franchement, bravo pour ce que tu fais, parce que ça nous permet de nous relier en fait quelque part à une réalité qui est toute proche, qu'on voit pas et qui mérite juste d'être connue, quoi. Démerde-toi, Lionel, maintenant. Non, mais j'ai envie de dire, de même, après, est-ce que les épisodes ont changé mon comportement? En tout cas, ça m'a un petit peu ouvert les yeux peut-être sur mon mode de consommation et sur les choses où comme il m'arrive de commander sur Amazon, je vais encore dans des grandes distributions, peut-être dû au contexte ou peut-être même pas, hein, même auparavant. Après oui, ça ouvre les yeux sur, des alternatives, mais encore une fois, il y a aussi la routine qu'on peut avoir, de manière, quotidienne à, métro, boulot, dodo qui ne permet peut-être pas non plus, voilà, d'avoir le temps de faire plusieurs, emplettes à différents, commerces locaux et bon, c'est dommage. Mais en tout cas, ça m'ouvre les yeux là-dessus et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, j'ai refusé, notamment, de commander, en ligne et plutôt aller vers des commerces de proximité, au moins pour des vêtements et autres, que ce soit enseigne grande, enseigne moyenne. Donc, ouais, il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là. Mais de parler d'un choc, il y a toujours cette idée, je reviens sur le terme de confort. L'humain Mmh. va toujours au plus simple, à moins se complexifier la vie. Même si, comme Clément l'a dit, hein, même ces petits commerces locaux, aujourd'hui, il y a des possibilités de commandes en ligne, et cetera. On n'est pas non plus sur, on retourne pas dans les années 50 dès qu'on passe dans un commerce local. Mais ça reste quand même encore difficile aujourd'hui d'avoir peut-être du confort quand on va vers du commerce de proximité, des choses Non, mais plus. justement, je pense que parce qu'il faut pas viser la perfection. Je pense que s'il y a un message qui était vraiment constant, que j'ai l'impression d'avoir entendu dans la bouche de quasi tous mes interlocuteurs, c'est que il faut pas viser la perfection, il faut juste viser l'amélioration, et que donc c'est par des petites choses que tu vas changer au quotidien qu'en fait tu fais déjà un, tu soutiens déjà le commerce local, tu vas déjà un peu réduire ton empreinte carbone, tu vas déjà un peu avoir un peu plus d'éthique dans ta consommation. Alors, essayer de réduire tes déchets, ta consommation de plastique, même si tu ne deviens pas totalement zéro déchet avec le savon et le dentifrice que tu fais toi-même, etc. Bah, non, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre ton confort et une consommation en accord avec tes convictions. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et oui, à la fois ces valeurs de dire oui, j'ai envie forcément, j'ai envie d'une société plus solidaire. J'ai pas envie d'avoir un seul acteur, Amazon et Apple, pour l'entièreté de tous les services. Mais ça reste toujours, voilà, complexe peut-être pour certains à mettre en place dans leur quotidien par rapport à leurs activités ou autres. Donc, Mmh. moi, je comprends. Moi, j'ai envie d'adhérer. J'ai envie d'adhérer directement aux propos et dire, oui, les gens qui font ça, j'ai beaucoup de respect envers eux. Mais après, dans son quotidien, bah, ça peut être difficile pour certains acteurs, voilà, de mettre cela. Ça peut être difficile, mais à côté de ça, c'est aussi peut-être une invitation à ralentir un peu son train de vie et prendre le temps de bien faire les choses, de donner du sens à ce que l'on fait. Ouais, clairement, Euh, clairement. et pour moi, Mmh. ça rejoint aussi tous ces... Enfin, on parle de petits commerces, mais quelque part, quand tu prends le temps d'aller à la rencontre de ton commerçant et t'intéresser à ses produits,
tu as aussi une expérience de consommateur qui est tout à fait différente et tu vas beaucoup plus profiter du moment et le partager que si tu faisais ta commande en ligne, quoi. On parle de nous, mais aussi des gens qui travaillent en entreprise. Les entreprises aussi maintenant ont des responsabilités sociales. Il y a je sais pas, ils ont remplacé, on va dire, les capsules Nespresso par des choses, voilà, du café moulu, je sais que sais-je, ou au final, au lieu d'avoir des distributeurs de confiserie, tu as des snacks en vrac. Les entreprises aussi mettent ça en avant pour leurs employés. Donc, bon, il y a aussi cette réflexion-là à avoir aussi au sein d'une entreprise. Bien Comment sûr, ouais. réduire ses déchets, comment faire appel à des services locaux. Donc, bon, bah, Non, mais peut-être clairement. l'entreprise aussi peut répondre Ouais, exactement. aux besoins des valeurs de ses employés. Et je pense qu'on y tend aussi là-dessus. Oui, tout à fait. Les entreprises ont un rôle à jouer pour montrer l'exemple sur le lieu de travail, mais aussi pour inspirer ses employés en soutenant des initiatives locales qui proposent une alternative intéressante. Ce qui me rappelle qu'on n'a pas encore parlé de Newbie, dont Lionel a parlé tout à l'heure, mais d'abord, est-ce qu'il y a un autre podcast dont tu voulais parler, Clément? Oui, en fait, j'en avais une troisième, mais c'est où qu'on a été un peu coupé dans le flow. Donc la troisième, ben, comme Lionel, hein, c'est la banque Newbie qui, quelque part, réinvente un petit peu le métier de banquier. Et en fait, toutes les initiatives que tu peux présenter dans tes podcasts, elles sont intéressantes parce qu'elles questionnent les modèles tels qu'on les connaît. Et surtout, elles challenge. Et si on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des acteurs traditionnels, on va dire, des métiers pour lesquels on trouve aujourd'hui des alternatives, eh ben, proposent de nouvelles solutions qui sont plus en adéquation avec ce qui est attendu de ces nouveaux acteurs un peu disruptifs. Et ça, je trouve ça assez intéressant de voir que, quelque part, même si je pense pas qu'une banque comme Newbie va révolutionner le monde, elle va au moins faire évoluer les pratiques. Et ça, c'est déjà une super bonne chose. Ouais, c'est clair. Et clairement, quand j'avais entendu parler de Newbie, moi j'avais un peu de doute, et parce que je comprenais pas très bien comment ça pouvait marcher en fait. Pour moi, s'il y a bien un monde où on n'a pas d'éthique, c'est dans la banque. Et après, effectivement, en les rencontrant, en se renseignant un peu, c'est possible. Et comme tu dis, je suis pas sûr qu'ils vont devenir la plus grosse banque au monde, mais en tout cas, ça va certainement avoir aussi une influence sur les autres banques peut-être, et en tout cas sur notre manière de, de voir et de comprendre les banques et les investissements, quoi. Newbie, la banque éthique et durable, a bien grandi en quelques mois. Il devrait être possible d'ouvrir des comptes à vue et des comptes épargne dès les premiers mois de 2021. Alors pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle banque, je vous ai sélectionné ce petit extrait. Je vous laisse un peu expliquer qu'est-ce que c'est une banque éthique. C'est premièrement revenir à une banque relativement simple, donc revenir aux fondamentaux du métier bancaire, c'est-à-dire une banque en fait qui lève l'épargne, leur transforme dans des prêts, dans des projets de l'économie réelle, des projets idéalement avec des balises sociales, écologiques ou culturelles par exemple, et qui offrent des moyens de paiement. Mais si on regarde un peu la majorité des banques présentes ici en Belgique ou ailleurs, ces fondamentaux-là ne sont plus les métiers les plus représentés, ou en tout cas les plus importants au sein des banques. Et donc nous, revenir à ces fondamentaux-là, c'est déjà pour nous un gage d'éthique. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ça va évidemment avoir trait à la destination des financements qui seront faits par la banque. Donc ici, nous, on va lever l'épargne des citoyens et on va les transformer à 50% dans des prêts bien spécifiques dans l'économie réelle belge, notamment en tout cas au début des prêts qui ont une destination énergétique et écologique. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des manières de se démarquer en tant que banque éthique, c'est on amasse une quantité d'argent, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? D'autres peuvent l'octroyer pour des secteurs qui ne sont pas éthiques, l'armement, le nucléaire. On pense qu'on peut avoir un impact pour transformer cette destination-là uniquement dans des projets éthiques. Ça, c'est un deuxième point. Et peut-être un troisième point dont nous, on envisage aussi l'éthique au sein de Newbie et qui n'est pas, qui est assez importante, c'est aussi en termes de gouvernance. Donc c'est comment est-ce qu'on fait banque,
comment est-ce qu'on prend des décisions, qui prend les décisions. Tout ça sont des questions qui sont vraiment prioritaires au sein de Newbie. Et la gouvernance, structurellement, de Newbie permet une gouvernance participative. Donc, vous savez peut-être qu'on a plus de 100 000 citoyens, on a plus de 300 organisations de la société civile, on a plus de 10 acteurs institutionnels. Ces 3 collèges prennent des décisions à la majorité simple au sein de chaque collège, et puis en consensus par collège, avec le principe de une personne, une voix, peu importe le capital. Et donc là, on a vraiment une volonté de participation du plus grand nombre dans les décisions de Newbie. Donc cette transparence, cette gouvernance horizontale permet un contrôle démocratique et un contrôle éthique de la structure. Comment est-ce que vous allez déterminer quels sont les investissements dans lesquels vous pouvez investir? Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit « Ok, ça c'est bon, notre banque peut investir là-dedans » ou ça pas? Tout ça est relativement ficelé au sein de Newbie. Donc on a dû remettre, pour devenir une banque, donc pour devenir un établissement de crédit, comme ça s'appelle officiellement, on a dû remettre donc un dossier de demande d'agrément dans lequel nous avons déjà dû cibler auprès de la Banque nationale les prêts que nous allons faire. Et donc dans un premier temps, au sein de Newbie, les prêts vont être relativement limités et vont être limités à 3 secteurs. 1, la mobilité douce, 2, la petite production d'énergie verte, et 3, la transformation énergétique des bâtiments. Donc nous, on a effectivement développé une gamme d'assurances. Donc pour le moment, on propose des assurances aux particuliers. Donc une assurance habitation qui est aussi couplée avec une RC, une responsabilité civile familiale, une assurance vélo et également une assurance auto. On a essayé comment est-ce que l'éthique se traduit dans les assurances chez Newbie. Si je prends par exemple l'assurance auto, on voit des pratiques assez courantes chez les assureurs classiques. Par exemple, les assureurs classiques ont tendance à faire vraiment une ultra-segmentation, le montant de la prime, en fonction presque du numéro où vous habitez dans la rue, puisque ça correspond en général à une classe sociale X ou Y. L'âge va définir aussi le montant de la prime, etc. Et donc, rendant dès lors finalement très peu solidaire le montant de la prime, puisque plus vous êtes aisé peut-être, et moins vous avez fait d'accidents, peut-être plus vous avez un certain âge, ou peut-être un âge moyen, ni trop âgé ni trop jeune, vous allez avoir une prime d'assurance correcte. Si en revanche vous venez d'une classe sociale peut-être moins élevée, plus de 80 ans ou plus de 70 ans, vous allez payer une prime très élevée. Et donc là, nous, on a décidé de réduire cette segmentation au maximum, rendant dès lors nos produits un petit peu plus solidaires, puisque si tout le monde paye un prix relativement similaire, eh bien ça permet soit aux gens qui sont peut-être plus jeunes ou plus âgés d'avoir quand même accès à des assurances à un prix décent. Bon allez, j'ai encore une petite question pour la route. Comment tu trouves tes intervenants et surtout comment tu les convaincs de venir à ton micro? Là, il y a plusieurs choses. D'abord, simplement, je cherche sur Internet de manière tout à fait ordinaire, avec les bons mots-clés. Oui, et puis aussi, c'est par bouche à oreille. J'en entends parler par quelqu'un d'autre, ou bien par une autre initiative que j'ai déjà interviewée va me parler d'un autre truc que je dois rencontrer ou que je dois voir, et c'est que je les contacte à ce moment-là. Donc il y a à la fois le bouche à oreille et la recherche, vraiment simplement. Et puis il y a aussi des gens qui viennent spontanément vers moi parce qu'ils ont entendu un de mes épisodes où ils m'ont découvert via les réseaux sociaux. D'ailleurs à ce niveau-là, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter sur Facebook ou Instagram pour me proposer des sujets de podcast. Je sais qu'il y a des centaines et des centaines de choses à découvrir à Bruxelles, et n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez une dont vous pensez que je devrais parler, parce que voilà, ça me ferait vraiment plaisir de traiter le sujet. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très sympa de vous avoir ici. Écoute, merci de nous avoir reçus, on a passé un bon moment. Merci Benjamin, très intéressant, et à la prochaine du coup. À la prochaine. À la prochaine et bien chaud d'entendre la suite, salut. Et quant à vous, je vous invite à redécouvrir mon compte sur Tipeee, dont le lien se trouve donc dans la description de cet épisode, mais aussi dans celui du podcast. Grâce à Tipeee, j'espère pouvoir continuer ce podcast dans de bonnes conditions, non seulement en arrondissant les fins de mois particulièrement difficiles en ce moment,
mais aussi pour la location d'un petit studio d'enregistrement qui me permet d'accueillir mes invités dans de bonnes conditions. Je vous promets en retour quelques infos exclusives et quelques surprises. Merci du fond du cœur pour votre fidélité tout au long de cette première année. Il nous reste encore plein de chouettes initiatives à découvrir. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.